Bonjour, de retour à Peenemünde. Suite au bombardement d'août 1943, les dirigeants nazis décidèrent d'installer dans des endroits mieux protégés les lieux de tir et les lieux de fabrication des fusées. Concernant donc les lieux de tir, la base de lancement, c'est en fait non loin d'Epernay, dans le Pas-de-Calais, que sera construite la coupole d'Elfaux. Cette coupole est proche de Viserne, près de Saint-Omer, entre Calais et Arras, donc dans le nord de la France. On parle de coupole parce qu'il s'agit d'un immense dôme de béton construit au-dessus d'un réseau de tunnels. Et ce complexe était prévu pour lancer des V2 à une cadence industrielle. Des dizaines chaque jour. Les dirigeants nazis espéraient qu'un déluge de fusées contre Londres forcerait la Grande-Bretagne à négocier la paix. Mais du fait de bombardements alliés et aussi beaucoup de contraintes techniques, ce complexe ne fut jamais mis en service. Aucun V2 ne fut tiré de la coupole d'Elfaux. Aujourd'hui, quand on parle de la coupole à Viserne, c'est un musée. C'est un centre d'histoire depuis 1997 qui a une mission éducative et pédagogique à la croisée de l'histoire et de la science, puisque c'est à la fois un musée avec 3 thèmes principaux. La déportation, l'occupation dans le nord Pas-de-Calais, dans cette région-là. C'est l'histoire des missiles allemands, principalement les V2. Il y a d'ailleurs sur place un V2 de 14 mètres. Et l'histoire du vol spatial. Il y a même un planétarium. Donc c'est un vrai centre d'histoire. C'est pas un petit musée, c'est vraiment quelque chose de très important où sont reçus des groupes de lycéens qui ont vraiment cette mission éducative et pédagogique, où il y a des ateliers, des activités, où bien sûr l'histoire des déportés de Dora sont présents aussi. C'est aussi un lieu où des archives d'associations comme l'association Dora Ehrlich ont été déposées. C'est un lieu où des historiens travaillent. Un petit mot concernant les V2. Ce sont des véritables bombes volantes. C'est une arme révolutionnaire. Avant, on pouvait lâcher des bombes d'un avion. Là, c'est une fusée carrément qui peut envoyer très loin une bombe, des bombes. Les V2, c'est 12 tonnes 5, c'est 14 mètres de haut. C'est une portée de plus de 300 km. Quand on sait que la distance de Calais à Londres est environ de 200, un peu plus de 200 km peut-être, ça permettait, en tirant de la France, ou de la Belgique ou de la Hollande, d'atteindre Londres. C'est une vitesse de 3 à 5 000 km/h. C'est vraiment une fusée qui a une trajectoire en cloche, c'est-à-dire qu'on envoie la fusée dans l'air. Cette hyperbole qu'elle décrit est invisible et hors de portée de chasseurs, des avions chasseurs, etc. C'est donc une vraie fusée qui gagne l'espace avant de retomber presque à la verticale sur sa cible. Les V2 pouvaient atteindre une altitude d'environ 100 km. Un peu moins, un peu plus, mais bon, c'était une vraie fusée. D'ailleurs, on peut dire que c'était pour la première fois un objet fabriqué par l'homme qui a pu pénétrer dans l'espace. Environ 3000 V2 furent lancés, sur des pas de tir mobiles le plus souvent, dans Dole notamment. Mais, même s'ils étaient peu vulnérables, et puisque peu atteignables par la chasse et par la DCA, mais en fait avait un assez faible effet de destruction, puisque c'était au fond une seule bombe, d'une certaine façon, qui tombait à un endroit. Et puis surtout, même si les guidages ont petit à petit fait des progrès, c'est quand même
une arme qui était d'une assez faible précision. Les victimes furent essentiellement des civils, 1350 à Londres, 1600 à Anvers, en Belgique, une vingtaine à Paris dans ses environs. Au final, les V2 tuèrent finalement, plus de déportés en Allemagne, qui étaient utilisés comme des esclaves pour les produire, que de civils atteints par leurs explosions. Churchill aurait même dit, à la place d'Hitler, j'aurais fait fusiller l'ingénieur qui m'aurait construit une arme aussi coûteuse et aussi peu efficace. En France, à Maisons-Alfort, au sud-est, toute proche banlieue parisienne, au sud-est, le 8 septembre 1944, vers 11h du matin, un V2 est tombé, qui a fait 6 morts et de nombreux blessés. C'était une grande surprise pour les habitants. Ils décrivaient une explosion effroyable, comme une énorme explosion de gaz. Cette bombe volante était comme un mystère, un engin non identifié, qui vient tout droit du ciel, qui produit une explosion. On ne comprend pas ce qui se passe. À la limite, on peut dire que ces V2, quelque part, volontairement ou pas, ont été conçus pour créer aussi la terreur. En région parisienne, il y a eu une vingtaine d'autres points de chute dans le Val d'Oise et la Seine-et-Marne, en septembre et octobre 1944. Mais il se peut que ce soit en fait des essais, des réglages. Les ordres pour faire ces tirs avaient été assez peu concertés et peu clairs. Des réglages peut-être pour se préparer à une attaque sur Paris, qui n'a jamais eu lieu. Concernant la fabrication, le lieu de fabrication des fusées, puisque Peenemünde avait été bombardé, c'est dans la région de la Thuringe, qui se situe au sud-ouest de l'ancienne Allemagne de l'Est, sud-ouest de l'ancienne Allemagne de l'Est, ou au centre de l'Allemagne réunifiée. C'est dans une usine souterraine qu'est aménagée cette usine à fabriquer les V2, dénommée Mittelwerk, tout près de la ville de Nordhausen, à la colline du Könstein, pas très loin de Buchenwald, quelques dizaines de kilomètres, puisqu'il s'agissait d'amener des déportés de Buchenwald pour venir travailler dans cette usine souterraine qui était une ancienne galerie minière. Donc on a une usine qui est enterrée, protégée des bombardements sous la colline, une main-d'œuvre disponible à coût zéro, puisque c'est les déportés de Buchenwald. Des ingénieurs et d'autres salariés civils travaillaient également dans ces lieux, puisqu'il n'y avait pas non plus que les V2 qui étaient construits. Les noms de code étaient de tous ces chantiers, de tous ces lieux de production, sont très nombreux, mais on citera ces deux prénoms féminins, Laura et Dora. Et donc Dora deviendra plus célèbre, aujourd'hui en tout cas, parce que longtemps ça n'a pas été un camp de concentration très connu. D'abord parce que ce n'était pas un camp de concentration au début, c'était une annexe, un commando annexe du Buchenwald. Ce nom de code est donc Dora. Les travailleurs déportés seront hébergés, entre guillemets, dans un premier temps dans les tunnels, à l'intérieur des tunnels et dans des conditions abominables, bien sûr, sans lit, sans toilette, sans aucun confort, dans le noir, dans la poussière, dans le bruit. Dans une première période, il n'y aura donc pas de camp de Dora. Le camp de Dora se sera construit à partir du printemps 1944, où là, les prisonniers pourront aller être hébergés à l'extérieur dans un camp de concentration. Plus confortable, si on peut dire, bien que tout cela soit très relatif. Revenons à Charla. Après 5 jours de voyage, de Pantin à Weimar. Weimar est donc la grande ville à côté de Buchenwald. Après 5 jours de voyage, donc, Charles arrive le 20 août. Le matin du 20 août. Les hommes rejoignent le camp de Buchenwald
alors que les femmes continuent en direction de Ravensbrück. À Buchenwald, ce convoi est connu pour être celui des 77 000, la série de matricules des 77 000, comme Charles, qui sera à 77 154. Bien qu'il y ait quelques matricules commençant par 76 800 et quelques autres qui finissent à 78 500. Plus de 750 Häftlinge, prisonniers, sont transférés le 3 septembre à Dora, près d'un homme sur deux de ce transport. Le 6, au moins 560 seront envoyés à Elrich. La mortalité sera très importante dans ce groupe puisqu'au moins 70% de ceux dirigés sur Dora et 82% de ceux envoyés vers le commando Elrich décédèrent au cours de leur déportation, dont Charles. Ces décès représentent près des 2/3 de ceux connus des hommes partis de Pantin. Étienne Lafont Mazurel a été déporté à Elrich. Il en est rentré. Il a écrit un livre qui s'appelle Survie. Je vous lis un extrait de l'arrivée à Buchenwald. Comme diables en boîte, nous sortîmes des wagons pour entrer dans un lieu dont l'aspect extérieur était enchanteur. Entre les hêtres séculaires, Buchenwald, ça veut dire la forêt de hêtres, entre les hêtres séculaires et les conifères serrés se développe en contrebas la large plaine d'Iéna, car Buchenwald est à 800 mètres d'altitude. J'ai lu 600 mètres par ailleurs. Seul se dresse dans ce lieu sauvage le camp de concentration, l'un des plus importants d'Allemagne. L'entrée en est imposante et coquette, comme il doit être doux de travailler dans un tel cadre. Rapide désillusion. Après quelques heures d'attente, le déshabillage, la confiscation de nos dernières affaires personnelles, qu'il est triste d'abandonner son alliance. Puis nous sommes rasés et nous passons à la salle de douche et à la désinfection. Je dois dire que nous n'étions qu'à moitié rassurés en pénétrant dans cette vaste salle, tous nus et serrés les uns contre les autres. Nous y fûmes revêtus de costumes dépareillés, vieilles défroques civiles, et pieds nus, après avoir subi toutes les formalités administratives, nous fûmes dirigés vers le camp de quarantaine où nous devions séjourner une quinzaine de jours. Ce convoi de 77 000 sont restés, pour la plupart, pas tous, une douzaine de jours en effet à Buchenwald, au petit camp de quarantaine, puis 3 jours à Dora, et puis, le 7 septembre, Charles par Elrich. Un autre déporté qui est revenu, qui a pu écrire un livre, qui s'appelle « Le camp des armes secrètes Dora Mittelbau » et Max Dutilleux. Il n'était pas des 77 000, lui, mais son récit de son arrivée à Buchenwald donne aussi l'ambiance. Près du quai où nous venons de nous rhabiller avec des vêtements qui ne sont pas forcément les nôtres et où nous avons récupéré les musettes d'un convoi de camions vides nous attend. Un camion vide nous attend. Les SS et leurs chiens aussi. Alors il y a eu ensuite un chemin de fer qui a été de Weimar à Buchenwald. Là, à l'époque de Max Dutilleux, c'est des camions qui les emmenaient à Buchenwald. Je ne lis pas tout son récit, bien sûr. Puis c'est la tonte intégrale. Les coiffeurs du camp nous passent la tondeuse électrique sur le crâne, sur la poitrine, sous les aisselles, sur le pubis, et on se met debout sur un tabouret. Bien évidemment, nous nous sommes habillés, déshabillés une fois de plus, et nos vêtements sont partis, Dieu sait où. Nous commençons à avoir l'habitude de nous trouver à poil. Mais de là à nous retrouver sans un poil nulle part, la mode de l'époque n'était pas à la barbe, aux moustaches, aux cheveux longs. Mais de nous voir comme ça, la boule à zéro, ça nous a d'abord fait rigoler. Étonnante importance des poils. Tout nus et tout lisses, nous passons ensuite à la désinfection. 2 colosses en pantalons rayés nous attrapent un par un et nous plongent, tête comprise, dans une énorme bassine, une sorte de baignoire toute ronde remplie d'eau créosotée. Puis c'est la douche. La salle est immense. Les fournées sont d'une 50aine de détenus au moins. Il n'y a, semble-t-il, aucune ouverture sur l'extérieur. Et pourtant, nous sommes entrés sans appréhension dans ce qui aurait pu être un abattoir. Sans doute ceux et celles de Birkenau, Auschwitz, les Juifs qui étaient exterminés dans les chambres à gaz.
Sans doute ceux et celles de Birkenau n'avaient-ils pas non plus d'appréhension. Ou ne voulaient-ils pas y croire? L'eau chaude, presque bouillante, nous fait du bien. Après ce voyage, c'est une bénédiction. Buchenwald ne s'annonce pas si mal, allons. À la sortie de la douche, retour au comptoir d'accueil où l'on nous jette à chacun un paquet de vêtements, un pantalon, une veste, une chemise et un caleçon long. Pas de chaussettes comme chaussures, des claquettes. C'est-à-dire des semelles de bois retenues au pied par une bande de toile. La veste et le pantalon sont des vêtements civils dénaturés. Une grande croix en X est peinte au minium dans le dos de la veste et les coutures du pantalon sont recouvertes comme d'un galon par un large trait de cette même peinture. Avec ces défroques, on nous donne une bande de tissu de 10 cm sur 3 environ, portant, imprimé au pochoir, notre numéro de matricule, Charles 77 154. Ce bout de tissu sera notre carte d'identité dans le camp. Nous recevons également un triangle rouge, équilatéral 6 cm de côté, où est imprimée la lettre F. Ces pièces, il faudra les coudre sur les vêtements qui viennent de nous être distribués. Donc triangle rouge pour identifier les résistants, disons les détenus politiques, pour raisons politiques, avec un F puisque c'était des Français. Autre passage, c'est là, dans le bloc 63, que nous avons compris que notre villégiature allait être plutôt pénible. À commencer par l'entassement sur les paillasses et les réveils à coups de gourdin et à coups de gueule. Notre première nuit fut très courte, nous en avions usé la moitié dans le bâtiment de l'accueil. Sortis de bon matin pour nous rendre sur la place d'Appel, dans le grand camp, nous voyions une épaisse fumée noire monter d'une cheminée en briques, non loin du camp de quarantaine. Odeur atroce. Nous apprenons que le crématoire travaille actuellement à réduire en cendres les cadavres de nos camarades morts pendant le voyage. Le ciel est de plomb, nos âmes aussi, pourvu que Pierrot, que je n'ai pas revu depuis Metz, ne soit pas en train de brûler. C'est ce matin-là que nos yeux s'ouvrent sur la réalité, sur l'univers qui nous a engloutis. Marcel Conversi a aussi, j'ai trouvé ce livre pas longtemps, Marcel Conversi, 15 mois à Buchenwald, donc un déporté de Buchenwald qui est revenu. Un extrait aussi, lui, de son arrivée, comment il décrivait son arrivée. Nous sommes arrivés à Buchenwald. J'entends des cris féroces, des jurons, des hurlements partant des autres wagons dont les portes ont été ouvertes avec fracas. Enfin, notre porte glisse sous la poussée d'une main impatiente. Serrant contre moi ma couverture et quelques vivres, je descends le premier devant 2 soldats à la mine mauvaise qui me font signe de filer. J'obtempère, tandis que mes compagnons invalides descendent péniblement. Me retournant, j'en vois un qui roule à terre et sont relevés à coups de pied dans les côtes. Des cadavres sont étendus sur le bord du passage où je m'avance en frissonnant. Un homme qui est tombé, peut-être blessé, essaie en vain de se relever. Un SS l'achève d'un coup de revolver. Les Allemands sont secondés par des étrangers à manteau vert, que je saurai plus tard être des Ukrainiens anticommunistes. On parlera souvent des rouges, pour parler de communistes qui étaient dans les camps, et des verts, pour parler des prisonniers de droit commun, souvent. Des chiens féroces les accompagnent. Je crois vivre dans un monde irréel, fantastique. J'arrive à hauteur d'un wagon d'où sortent 3 prêtres, sous les ricanements des soldats. Un des ecclésiastiques, petit et barbu, s'abat sur le ballast et reçoit force coups de pied. Instinctivement, je m'arrête en criant « Mais oh, quelle brute !» Une crosse de fusil vole dans ma direction. Je fais un bond en avant et reçois le coup assez amorti. Je comprends mon impuissance. Il ne s'agit plus de faire du sentiment, mais uniquement de sauver sa vie. Maintenant, après avoir tourné à droite, nous piétinons une boue gluante et noire. La nuit approche d'un ciel menaçant. Il fait froid sans excès. Nous passons devant un châtiment que domine une cheminée carrée. Je lis sur la porte « Crématorium ». C'est gai. Des hommes vêtus misérablement ou portant des costumes zébrés bleus et gris appellent derrière les fils barbelés. « Donnez-nous votre pain, vos provisions, ne gardez rien, ils vous prendront tout, tout !» Des paquets volent par-dessus la clôture, je jette mon pain presque entier. Quelques prisonniers se mettent à manger gloutonnement ce qui leur reste. Nous nous arrêtons devant un grand bâtiment noir de 3 étages coiffé de toits aigus.
Des camarades me tendent ce qu'ils ne peuvent avaler et je mange pêle-mêle du cake, du fromage, du sucre, du saucisson. À grand renfort de cris, on nous sépare. Les invalides passeront les premiers. Nous pénétrons dans un bâtiment en bas, à droite. Un robinet coule, mais un gardien interdit de boire. Risque de dysenterie, dit-il. L'eau est potable, nous le saurons plus tard. Il s'agit d'un raffinement de cruauté. Je me laisse mener comme un bœuf que le conduit à l'abattoir. Dans une salle chauffée, nous nous déshabillons. Nos vêtements sont numérotés. Il faut tout donner. Mon alliance. Il ne me reste plus maintenant que ma pauvre carcasse, avec attaché au poignet un matricule sur médaille. Je pense à mon alliance. Je souffre et rage de mon impuissance. Et cette sensation est horrible quand on est nu, faible, entouré de forces inconnues et insensible qui enlèveraient la vie aussi aisément qu'un veston. Le seul recours que je puisse demander est celui de la Providence. Nous pénétrons dans une salle où fonctionnent une vingtaine de tonseuses électriques, chevelure, barbe et le reste, tout y passe. Montez sur le tabouret. Après le haut du corps, c'est le bas et la tondeuse maniée par des prisonniers costumés en zèbre passe au suivant. Une douche chaude et abondante me détend les nerfs. Il a fallu auparavant plonger dans une piscine de désinfectant. Après, on nous enduit au pinceau d'un produit antiparasite. Nous voici propres et désinfectés, prêts à être admis dans le Grand Reich. Les poux. Si les autorités du camp manifestent une sainte horreur pour le poux, les internés le considèrent parfois avec une certaine sympathie. N'a-t-on pas vu des hommes partant en transport, c'est-à-dire envoyés vers des commandos plus durs, rechercher un poux et le payer à prix d'or? En effet, la présentation d'un poux au contrôle la veille du départ les envoyait automatiquement à la désinfection et les retenait à Buchenwald pour un certain temps au moins. On parlait à voix basse du cours du poux. Il valait mieux rester à Buchenwald que de partir en transport vers un commando extérieur, comme Dora au début ou Ulrich, etc. Il est plus difficile de s'habituer au froid qui grandit, tandis que bientôt la neige tombe en tourbillonnant sous les assauts d'un violent vent d'ouest. Durant l'appel, on ouvre toutes grandes les doubles portes à chaque extrémité du bloc, qui devient ainsi une sorte de tunnel, véritable soufflerie pour avions. Le vent gifle les crânes rasés, fouette les poitrines à peine couvertes, griffe les jambes, glace jusqu'aux os nos misérables carcasses. Recroquevillé sur mon banc, je tire à moi une couverture de boxe et me détends de mon mieux. Je tousse à fendre l'âme, tous nous toussons, coulons du nez. Ce qui revient dans tous les récits des déportés, c'est l'appel. 2 fois par jour, il y avait un appel pour voir si les déportés ne s'étaient pas évadés, pour faire le décompte des déportés encore vivants, avant d'aller au travail et au retour du travail. Et ces appels sont toujours décrits comme des moments qui durent très longtemps, que ce soit sous une pluie glaciale ou sous la neige ou sous une canicule, et qui était un des moments quotidiens très difficiles à supporter. Et on retrouve ça dans tous les témoignages de déportés. Suivant.